peut-être, pour commencer, évidemment, vous souhaiter la bienvenue, vous dire combien on est heureux de poursuivre cette entreprise de réflexion commune amorcée il y a quelques années de cela, comme le disait Paul Loup, avec Société française de radiologie, et remercier tous ceux qui contribuent à ce bel exercice. Je dis bel exercice parce que je trouve que j'ai assisté, mais dans la salle, l'année dernière à la journée, et que, y compris pour ma petite personne, ça a été un moment extrêmement intéressant, en fait. Et ça a été un moment intéressant, et je voudrais commencer par là pour faire une forme d'introduction qui soit pas totalement institutionnelle, mais pour gloser peut-être un peu le sujet, un des sujets. Parce que cette question qui a été évoquée par Paul Loup, que vous allez beaucoup évoquer aujourd'hui, qui est cette question des découvertes fortuites et des réactions qu'elles provoquent, c'est quelque chose que j'ai, pour ma part, découvert à cette occasion. Et donc je trouve que c'est un sujet d'un extrême intérêt, parce que ça dit un ensemble de choses qui sont des choses qui, à mon avis, méritent qu'on s'y arrête un peu. Et ce qui m'a, pour ma part, m'a surpris dans cette circonstance de la découverte fortuite, dans cette notion-là, c'est pas tant qu'on puisse découvrir des choses qu'on ne cherchait pas, c'est la réaction que ça pouvait provoquer chez les patients. Et au point, ce que j'avais pu sentir l'année dernière, mais vous me le confirmerez ou pas, que la violence, ou en tout cas l'intensité de la réaction du côté du patient est telle que ça conduit les équipes médicales à se poser la question de ce qu'elles doivent faire face à cette situation lorsqu'elles découvrent autre chose que ce qu'elles étaient venues chercher. Ces réactions, elles sont négatives du patient, et elles sont négatives comme si le fait de révéler une pathologie autre que celle qui était recherchée, ou comme si le fait de remplacer une suspicion par une autre était une forme de trahison du pacte tacite passé entre le patient et le soignant, comme si, en un sens, le patient n'avait accepté de se livrer à l'examen que dans un cadre déterminé, très déterminé, c'est-à-dire à une fin particulière, celle de répondre à une inquiétude préexistante très précise. Et que faire plus que cela, d'une certaine manière, pouvait être perçu par lui comme une forme de trahison, et comme une manière de s'abstraire de ce cadre et d'élargir l'investigation clinique au-delà de son consentement. Alors, je dis comme si, parce qu'en un sens, ce mandat n'existe pas, ce mandat n'existe pas, et en même temps, il va de soi qu'il n'y a de prise en charge médicale que parce qu'à un moment, un patient va voir un médecin, il va voir un médecin en raison de choses qui sont déterminées, et donc il y a bien un fait générateur initial, il y a bien quelque chose qui détermine la manière dont la relation se construit, donc il y a bien un horizon qui se construit. Et en même temps, il est très clair que, quelque part, le patient apporte cette préoccupation initiale et qu'il appartient au clinicien de travailler, d'investiguer, d'élaborer, et donc aussi d'accepter de déplacer ce que le patient peut avoir à l'esprit. Mais dans le cas précis des découvertes fortuites, le clinicien ne trahit pas ce champ d'horizon. Il s'inscrit initialement dans le pacte qui a été passé avec le patient, et puis il se trouve qu'à l'occasion de ce qui était prévu, autre chose est mise au jour. Et pourtant, il y a là-dedans quelque chose qui ressemble à une forme de scandale ou de trahison. En tout cas, il y a des réactions dont je comprends qu'elles étaient violentes, en tout cas qu'il y avait quelque chose qui était brutal, perçu comme tel. Ce qui est remarquable, je trouve, là-dedans, de la même manière, c'est que cette réaction, ce scandale, cette trahison, c'est quelque chose de viscéral. Ça s'exprime comme une forme de protestation immédiate, comme une sorte de refus instinctif, non pas de la chose elle-même, en tout cas, ça ne se fixe pas sur la chose, sur le fait qu'on ait mis au jour quelque chose, mais sur le fait qu'on a mis au jour quelque chose qui n'aurait pas dû être mis au jour. Et vu de l'extérieur, par d'autres patients, cette découverte inopinée, on aurait pu la voir, moi j'aurais pu la voir comme ça, de l'extérieur, avec mon regard naïf, comme une chance, comme un coup de chance, comme une forme de manifestation d'une forme de sérendipité médicale, pour utiliser un terme qui est à la mode, puisque ce faisant s'offre la possibilité peut-être de traiter à temps ce qui ne l'aurait pas été sans cela. Et au fond, en rendant visible ce qui n'était pas visible, en parvenant quelque part par une forme de coup de chance, voire de coup de sonde, à mettre au jour quelque chose qui n'était pas vu, on se donne des chances de traiter plus ou de traiter mieux. Et c'est pas comme ça que la chose est perçue. En tout cas, c'est pas toujours comme ça qu'elle est perçue. Et c'est ça qui est intéressant.
C'est ça qui est intéressant. Et pour moi, on ne peut pas réduire non plus cette situation à une simple variante de la réaction des patients ou d'un patient face à une annonce de pathologie. Bien sûr qu'on peut faire des parallèles entre les deux, y compris avec cette espèce, tout ce qui a été largement développé et analysé autour de l'annonce, mais je pense qu'on n'est pas simplement sur ça. Ce qui se joue là-dedans, ce qui se joue dans la découverte fortuite, et ce qui fait qu'à mon avis c'est un objet de réflexion qui est intéressant pour nous, qui est intéressant pour vous, qui est intéressant aussi bien dans le champ de l'imagerie, de la radiologie que dans le champ de la génétique, c'est que, au fond, ça exemplifie une situation qui est la découverte d'une possible maladie dont le patient n'avait jusqu'alors aucune forme de conscience. Et que cette situation, qui est une situation qui n'est pas nouvelle, qui existe depuis un certain temps, mais qui, quelque part, est une situation qui n'était pas d'une fréquence absolue, va devenir quelque chose qui va se développer du fait de l'essor d'un certain nombre de techniques ou de technologies qui le rendent possible. Alors, je l'ai dit, ce n'est pas une situation qui est radicalement originale. Tous les patients n'ont pas confiance en consultant leur clinicien qu'ils sont malades, certes, mais l'immense majorité d'entre eux, par définition, ont le sentiment, puisque s'ils sont là, c'est que quelque chose ne va pas. Et si quelque chose ne va pas, c'est qu'au fond, eux-mêmes, à tout le moins, veulent exclure la possibilité de la maladie. Mais perçoivent cette maladie comme impossible qui peut les affecter. Or, dans le cas de la découverte fortuite, les patients n'ont pas le sentiment d'être possiblement malades, en tout cas pas de cela. Et d'une certaine manière, et c'est là-dessus que je voudrais insister, cette absence de perception subjective de la maladie met en jeu certains des concepts les plus fondamentaux dont nous puissions disposer. Donc là, c'est le moment où je me permettrai de faire un peu de philo de survol, mais un peu quand même. Ça met d'abord en jeu les concepts de santé et de maladie eux-mêmes. Vous connaissez, on connaît tous la sublime formule justement célèbre de Ulrich, qui a été longuement commentée par Georges Canguilhem, et puis en un sens, toute cette glose est une variation sur la forme d'idée tirée de Canguilhem, mais la formule de Ulrich, elle est bien connue, c'est la santé, c'est la vie dans le silence des organes. C'est une formule qui est justement célèbre, je l'ai dit, et cette formule, elle est directement mise en cause par la situation que nous décrivons. Ce qu'on décrit là, c'est un malade qui ne ressent rien de la maladie et qui pourtant est malade. Et comment dans ces conditions ne pas comprendre qu'aux yeux du patient, le médecin soit presque celui qui invente la maladie, au sens ancien du terme, de découvreur, et peut-être même plus que ça, parce que quelque part, le patient donne presque le sentiment de considérer que le médecin le rend malade en lui faisant toucher du doigt qu'il est malade de quelque chose qu'il ne soupçonnait pas. Évidemment, à ce trouble du patient qui a le sentiment de découvrir quelque chose qui était là et qui n'était pas perceptible, répond à une forme de trouble du médecin qui, lui, sait que rien de tout cela n'est vrai, au sens où le médecin sait que l'histoire naturelle de la maladie ne commence pas avec les premiers symptômes ou les effets perçus par le patient. Et donc, une des questions, c'est comment on peut gérer cette situation. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à remettre en cause le fait d'avoir regardé à côté, d'avoir accepté de découvrir quelque chose qu'on ne cherchait pas, de le taire au patient, de ne pas le dire? Moi, je trouve cette idée extrêmement curieuse parce que quelque part, encore une fois, je n'ai aucun sujet avec le fait de dire qu'un soignant qui examine un patient et qui découvre autre chose à cette occasion, il n'est tenu par rien en un sens, au sens où il a été sollicité, il exerce fidèlement son art, et il se trouve que quelque chose sort qui n'était pas prévu. Et donc, je n'ai pas de sujet avec ça. Mais en revanche, je pense qu'il faut s'arrêter vraiment sur, encore une fois, ce que ça révèle. Et ce que ça révèle, c'est qu'il y a quelque chose de profondément vertigineux pour nous tous dans l'idée que le silence des organes ne soit plus synonyme de santé. C'est-à-dire, si le fait de ne pas se sentir malade, le fait de vivre normalement sans se sentir affecté ou limité par le corps, ne signifie plus au fond la santé, ailleurs il y a quelque chose derrière qui est profond, et qui est profond parce que s'il y a une chose sur laquelle on se repose au quotidien, c'est bien le sentiment profond que la douleur est synonyme de problème ou de menace, que le confort est synonyme de santé, de tranquillité, de capacité effective à vivre,
Et au fond, si je suis mon corps, si je vis dans mon corps, si je vis à travers lui, si je suis uni à lui, c'est assez largement avec ce sentiment profond qu'il ne me trahit pas et que, au fond, si voilà, la maladie se manifeste à moi et que l'expérience de la limitation par la maladie est le premier signe de la maladie. Si demain le fait de se sentir parfaitement bien se double du fait que effectivement, au fond, la maladie est déjà là, alors il y a bien une trahison, mais qui n'est pas une trahison du médecin, qui est une trahison du corps lui-même et de la relation au corps lui-même. C'est ça là-dessus que je voudrais insister aujourd'hui. C'est que quand vous rompez, quand vous cassez l'équation qui fait que vous avez confiance dans vos sensations les plus élémentaires, dans le fait de vous sentir en bonne santé, ou dans le fait de ne même pas sentir votre corps, de vivre à travers lui, de vivre en étant lui, vous ouvrez quelque chose qui est une forme d'abîme existentiel qui laisse entrer incertitude et insécurité. On sort de quelque chose qui est une forme d'innocence. Et pour citer la formule bien connue d'Hamlet, une fois que vous êtes là-dedans, il y a quelque chose de pourri au royaume de Danemark. Or, cette situation qui fait qu'on va découvrir des choses qui ne se sentent pas, c'est une situation qui va évidemment se développer, plein de formes différentes. Le propre de l'élargissement de nos pouvoirs d'investigation, de suivi, d'interprétation objective du corps, c'est de multiplier les occasions d'apercevoir la maladie avant qu'elle ne soit apparue au patient. Ça va multiplier les occasions de dévoiler la maladie, ou de dévoiler même la possibilité de la maladie. Et on pourrait tout à fait là distinguer aussi bien les cas où on aperçoit quelque chose qui est déjà là mais qui n'est pas sensible, des cas où simplement on qualifie sur la base d'une analyse génétique, ou d'autres d'ailleurs, des risques de survenance d'une maladie à des horizons plus ou moins lointains. Ce qui est certain en tout cas, c'est qu'au fond, notre capacité à mettre au jour la maladie ou la possibilité de la maladie va continuer à prendre des proportions de plus en plus grandes. Et que ce mouvement-là est un mouvement auquel il faut être, à mon avis, profondément attentif. Et il faut être profondément attentif pour les raisons que vous aviez dites et que vous allez dire aujourd'hui, qui sont que ça produit des effets sur les patients, ça produit des effets dans la relation entre les patients et les soignants, et au fond, ça vient questionner, d'une certaine manière, à la fois les définitions de la médecine, le fait générateur de la relation médicale, de la relation de soins. Donc ça travaille profondément les choses. Je voudrais, avant de terminer, souligner deux choses. La première, je l'ai dit, c'est que la brutalité de ce type de situation, qui n'est pas un jugement porté sur la situation, mais qui est cette brutalité, elle va être accrue par la nature même des outils qui la rendent, qui la font survenir. Pour une partie, notre capacité d'interprétation, elle est démultipliée par des outils qui demain ne manqueront pas ou ne manqueront jamais ce que l'œil humain aurait pu manquer. Alors qu'aujourd'hui, on est encore dans notre relation. On regarde dans quelle mesure la technologie ou l'IA est capable de voir ce que le radiologue expérimenté aurait vu, et puis à un moment, on va basculer peut-être, au moins en partie, dans notre côté. De la même manière, on va voir se démultiplier nos capacités à caractériser des facteurs de risque, à explorer des déterminations, bref, à rentrer de plus en plus dans une espèce de description de chaque malade qui est à la fois extrêmement objective et extrêmement personnalisée, ou extrêmement singularisée, et la génomique peut nous y aider. Et ça, je pense que derrière, ça, en termes de discours, d'explication, de capacité d'explication aux patients, c'est quelque chose qui est un sujet d'autant plus profond qu'il n'est pas infiniment simple d'aller expliquer à la fin des fins à un patient que c'est sa nature précise qui le trahit, que c'est telle dimension de son identité génétique ou tel élément qui est ce qui met en jeu son existence aujourd'hui. Je trouve que quelque part, ramener la maladie à la singularité du patient en lui disant au fond c'est tel facteur chez toi qui fait que, au pluriel, hein, mais c'est aussi confronté à une situation un peu nouvelle qui est de ne pas pouvoir se représenter la maladie comme totalement extérieure, mais la voir, et ça la génétique le sait depuis longtemps, mais la voir comme l'expression de quelque chose qui est dans le patient. Et donc il y a une dimension de fatalité là-dedans qui n'est pas simple à gérer ou à traiter. Deuxième élément que je voulais relever et qui vient compléter le premier, la seconde, donc ce deuxième point, c'est qu'à mon sens, il n'y a évidemment absolument pas à maudire la médecine et la technologie pour cela. Je veux dire, ça, c'est un point qui, moi, me paraît absolument fondamental. C'est-à-dire, ce qui est en jeu là, ce n'est pas quelque chose qu'il faudrait reprocher à la médecine. La technologie, c'est pas parce que la technologie ou la médecine révèle
quels sont les responsables d'eux. Ce qui est en jeu derrière, c'est la forme ultime de la trahison du corps, hein, qui est juste simplement la finitude. Je ne vais pas gloser ça indéfiniment ce matin, mais encore une fois, dans cette trahison du corps, ce qui se révèle aussi, c'est que ce corps dans lequel je suis là aujourd'hui, qui est un corps dans lequel je me sens vivant, heureux, épanoui, capable de faire un certain nombre de choses, et ce corps qui me trahira un jour. Et par nature, je veux dire, cette trahison viendra, on le sait tous, mais elle est sous la forme de l'indétermination. Et donc, ce faisant, elle a une forme de réalité extrêmement abstraite. Elle devient concrète lorsqu'il y a une qualification qui se fait, progressive. Et la grandeur et la malédiction de la médecine, sans doute, c'est d'être aussi celle par laquelle l'annonce de cette situation-là arrive. Et en même temps, c'est d'être le secours qui est aux côtés du patient. Donc, on a ces deux dimensions qui sont ensemble. Et encore une fois, on ne peut pas évidemment pas reprocher à la médecine ou aux soignants d'être ceux qui accompagnent le patient du premier moment, parfois jusqu'au dernier, dans la prise de conscience du fait que la trahison du corps est là maintenant, elle se réalise et qu'on se battra contre elle, mais que d'une manière ou d'une autre, cet exercice évidemment est limité. Voilà, donc c'est pour moi vraiment une des questions qui se soulèvent aujourd'hui, et je trouve en tout cas extrêmement intéressant, et je vous jure que je finis par là, et je prie d'excuser ma voisine qui a été d'une patience infinie, d'écouter mes délires matinaux avec autant de bienveillance. Je trouve que c'est dans l'exercice qu'on fait ensemble depuis 5 ans, c'est peut-être ce qu'il y a de plus intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de réflexions sur les outils, question de savoir comment il faut les limiter, la supervision de l'IA, etc., etc. Je trouve que la question la plus intéressante, c'est pas celle de se centrer spécifiquement sur les outils, c'est de comprendre de quelle manière ils s'insèrent, ils déplacent parfois, ou ils contribuent à des déplacements préalables de nos manières de soigner. Et au fond, ils interviennent dans une manière de faire ou de constituer la relation, de prendre en charge des patients. Ils ne sont pas, à force de trop zoomer sur les outils, je trouve qu'on finit par laisser de côté la nécessité de penser le soin tel qu'il se fait là. C'est peut-être un soin un peu différent. Il a des enjeux éthiques un peu différents. Donc je trouve que c'est tout l'intérêt de l'exercice qui nous réunit. Et donc je ne peux que me réjouir de cette nouvelle journée. Je passe la parole à ma voisine en m'excusant. Merci beaucoup. Non, c'était très intéressant et ça introduit parfaitement ce que j'ai envie de dire. Alors d'abord, bienvenue. Je vais redire que je suis vraiment très très contente de tous les échanges qu'on peut avoir grâce à Paul Loup, grâce à Arnaud, parce que je trouve qu'on ouvre terriblement la boîte de réflexion et qu'on évite d'être confiné dans nos pensées, puisque le confinement est un mot à la mode. Alors, donc, imagerie et génomique, bien entendu, partagent des avancées technologiques importantes et c'est un point qui va nous rapprocher beaucoup. Et je suis également ravie de partager cette journée avec Dominique Stoppa-Lyonnais parce qu'on se connaît depuis fort longtemps. Alors, déjà, une petite remarque. Si on dit avancée technique, c'est un terme très péjoratif, très réducteur. Si on dit avancée technologique, c'est déjà mieux. Et si on dit les hautes technologies, on est absolument au top. Donc à méditer, parce qu'en fait, ça veut dire exactement la même chose à mon sens, puisque la technique est liée à la connaissance, en tout cas dans le sujet qui nous préoccupe. Alors, vous savez que l'on peut être exploré aujourd'hui au millimètre près, et même en inframillimétrique, tout le corps. On peut approcher des données paramétriques de nos tissus. Est-ce qu'on a beaucoup d'eau? Est-ce qu'on a beaucoup de telles substances, etc. On peut approcher des données fonctionnelles, en particulier au niveau cérébral, langage, motricité. On peut connaître le génome complètement. C'est Dominique qui va vous en parler. Alors, toute cette nouvelle connaissance, nous avons tous un rapport très ambivalent par rapport à elle, à mon avis, puisqu'elle va nourrir notre imaginaire et on va avoir deux axes. D'un côté, nous sommes très satisfaits de savoir comment on se comporte, et on est un peu dans le prisme de l'homme qui va comprendre, maître et possesseur de la nature, etc., pour suivre Descartes. Et donc on a un espoir terrible de comprendre la façon dont on fonctionne de A à Z. Et puis d'un autre côté, on va avoir une sorte de vertige, et je suis contente d'avoir entendu que Nicolas Castaldi a prononcé ce mot de vertige.
ça va nous inquiéter. Mais en fait, d'accord, on va savoir ce qu'il y a dans mon intérieur, mais est-ce que j'ai vraiment envie de savoir maintenant que j'ai une maladie gravissime qui ne parle pas et qui va me changer mon présent, parce que je sais que dans 2 ans, je serai peut-être plus là. Est-ce que j'ai vraiment envie de le savoir? Ou à l'inverse, est-ce que j'ai vraiment envie de savoir que j'ai beaucoup de kystes, que juste je ne suis pas comme tout le monde, mais qu'il va falloir les surveiller tous les ans, parce que maintenant on les a vus, et il va falloir les surveiller tous les ans. Est-ce que je veux le savoir? C'est pas sûr. Est-ce qu'on va tout prédire? Est-ce qu'on va tout guérir? Est-ce qu'on va aller à l'immortalité? Donc on a beaucoup de fantasmes, je pense tous, dans nos spécialités. Et puis on a aussi un problème. Est-ce que la technique, la technologie, la haute technologie va finir par nous remplacer complètement? Finalement, c'est quoi un radiologue? C'est quoi un généticien? C'est quoi un médecin? Et puis, c'est quoi un homme? Alors, il y a beaucoup de fiction, hein, c'est pas moi qui commence par ces fictions, mais ce que je peux dire, c'est que je pense qu'il n'y a pas de marche arrière possible du progrès. Dans l'histoire, ça ne s'est jamais vu. Il n'y a pas d'interrupteur on-off, où là j'appuie et puis finalement on ne progresse plus. Donc il faut faire avec, et à mon avis, une question majeure à se poser tous ensemble et à ouvrir tous ensemble, c'est on peut le faire, on sait le faire, mais doit-on vraiment le faire? Et alors, j'ai juste 2 remarques, hein, je serai brève. Certains philosophes m'ont apporté beaucoup, et puis j'ai échangé avec Paul Loup là-dessus, mais Bergson m'a apporté beaucoup dans les lectures, parce que Bergson nous dit que la nouveauté est imprévisible. Et Bergson nous dit que si on pense la nouveauté avec tous les outils du passé, on va avoir une perte de créativité et on va être réducteur par rapport au potentiel qui s'offre à nous. Et je pense que cette réflexion m'a beaucoup interpellée, parce que je pense qu'elle s'applique très très bien à ce qui nous arrive en ce moment avec l'intelligence artificielle. Si on pense nos possibles avec ce qu'on sait du passé, on va être complètement réducteur. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin, mais ensemble, et on peut réfléchir de façon créatrice et adaptée au contexte singulier, au contexte humain, à l'utilisation de nos outils. Finalement, on a des outils, comment est-ce qu'on va les utiliser? Et cela posé, c'est une thématique qui m'intéresse particulièrement aussi, parce que je pense que finalement, si on élargit complètement la thématique presque hors de la médecine, ça pose le problème, ça pose nos limites, et on s'interroge sur ce que nous apportons, nous, en tant qu'humains, par rapport à la machine. Finalement, qu'est-ce qu'on a de plus? Qu'est-ce qui fait de nous un humain? Est-ce que c'est le visage? Lévinas dirait que oui. Mais moi, je sais que si vous regardez les IA génératives, eh ben, les visages, on peut tout à fait les avoir. Le film que j'aime beaucoup, qui est l'histoire, je pense que vous l'avez vu, qui est l'histoire d'un homme qui tombe amoureux d'une voix d'ordinateur, nous montre bien que c'est pas non plus l'audition, hein, parce que avec l'audition, on peut s'y croire. Donc finalement, c'est quoi? Je ne sais pas, c'est la conscience, c'est l'intuition expérientielle, mais je crois qu'en tout cas, c'est la force de se questionner sur ce qu'on va faire avec nos outils. Et donc c'est ça qui, je pense, est intéressant, et c'est ça qu'on peut partager ensemble. Merci.